Merci encore une fois, Monsieur le Président. Donc, on va switcher d'une maladie rare, très bien connue, très bien codifiée, dont le traitement est déjà disponible, l'hémophilie, et on essaie d'améliorer le traitement vers le recombinant 7 activé, vers une autre pathologie qui est très peu connue, et heureusement qu'il y a cette actualisation de la liste des maladies rares qui va paraître avant l'année de 2024. Vous savez très bien que la dernière liste des maladies rares, elle comporte 24 ou 28 maladies, mais la nouvelle, qui sera, Inch'Allah, publiée incessamment, elle va comporter pas mal de pathologies, et parmi lesquelles cette pathologie rare. Je ne voulais pas vous faire une conférence par rapport à cette maladie rare, et je voulais la faire sous forme de cas cliniques. Je sais qu'à travers les cas cliniques, vous allez mieux retenir toutes les informations par rapport relatives à cette pathologie. Le premier cas clinique, ça sera 4, maximum 5 cas cliniques en fonction du timing. Si j'aurai 20 minutes, normalement, c'est les 4. Si on peut avoir 3 ou 4 minutes supplémentaires, ben là, ça sera les 5. Donc, essayez de suivre très bien. C'est un patient de 18 ans qui arrive au niveau des urgences avec un œdème labial d'apparition récente, ça fait 1h30, avec des douleurs abdominales, 4 crises similaires dans les antécédents personnels. Il a fait la même crise. Un frère atteint d'eczéma. Quel diagnostic évoquez-vous? Je ne sais pas ce qu'il peut supprimer mon image. À quel le truc sera? Donc, le diagnostic à évoquer et quelle serait votre conduite à tenir. Généralement, vous pouvez me dire c'est l'allergie. Un coup fort possible que vous n'avez pas tort. Donc, il y a de l'urticaire. Lorsqu'il y a de l'urticaire, c'est l'histamine. Donc, on est en face des maladies allergiques. La durée, 1h30, on est toujours dans cette fameuse famille. 4 crises similaires, donc je suis certain qu'il s'agit d'une réaction allergique. Un frère atteint de l'eczéma, donc qui est une famille où il a un terrain atopique. Douleur abdominale, possible que cette allergie, elle est due à une allergie alimentaire. Donc, dans le cas d'elle plus simple, ce n'est pas une maladie rare, c'est le diagnostic différentiel de ce qu'on va voir, parce que malheureusement, le diagnostic différentiel, lorsque la pathologie est rare et le diagnostic différentiel, c'est des pathologies les plus fréquentes, on passe à côté de la maladie rare. Donc, c'est un enjeu allergique, fort probablement d'origine alimentaire. On lui a donné le traitement antihistaminique corticoïde, on doit lui donner ça. On fait une enquête étiologique, c'est l'enquête de l'allergie, ce n'est pas la peine de vous faire tout le détail. Et généralement, les allergies alimentaires, généralement, il faut dire à votre patient qu'il faut faire ce qu'on appelle un journal alimentaire. Les 15 jours ou les 20 jours, il écrit tout ce qu'il mange, à l'exception de l'eau. Et lorsqu'il fait une réaction allergique, il dira en rouge. On va dire donne ça au médecin dans 15 jours ou 1 mois, il analyse pour voir est-ce qu'il peut éventuellement détecter l'aliment suspecté. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir de ce premier cas? C'est un angioïdème mastocytaire, c'est le mastocyte, la cause la plus fréquente des angioïdèmes. La présence d'un terrain atopique, c'est un argument en faveur de l'allergie. Les crises très sensibles aux corticoïdes histaminiques, ça nous rassure, on est dans l'allergie. Et présence d'une symptomatologie digestive, comme c'est l'alimentaire, et recherche de l'allergène en cause par une enquête minutieuse, qu'elle soit biologique ou in vitro ou bien in vivo. Le deuxième cas clinique. Le deuxième cas clinique, c'est une patiente qui a 21 ans. Elle arrive au niveau des UMC avec un tableau suivant. Un œdème oculaire unilatéral qui est paru depuis 3 heures. 3 heures, mais la lésion urticarienne fugace. Je trouve la lésion qui les urgences, on ne l'a pas vue. C'est son mari qui a pris la photo. Disparu avant l'arrivée à l'hôpital. À l'examen clinique, on trouve aussi un œdème génital. C'est la 3e crise au cours de ce mois, avec localisation parfois, avec localisation variable, parfois d'une crise à une autre. La prochaine fois, ça sera la main, et ainsi de suite.
par rapport à la durée, en 2-3 jours, après l'injection de corticoïdes, qui de l'injection 3 jours, là, la symptomatologie 7. Quel sera votre diagnostic et quelle serait votre conduite à tenir? Notez comme des éléments très importants. 3 jours après la prise de corticoïdes, ça cède. Maintenant, corticoïde inefficace, antihistaminique inefficace. Un œdème génital, paru depuis 3 heures, il reste au-delà de 24 heures. C'est un œdème unilatéral, c'est rare, on l'observe dans l'allergie. La durée 3 heures, mais ce n'est pas une durée de 3 heures, qui est que ça fait 3 heures. Mais elle a duré plus de 3 heures. C'est 2 jours à 3 jours. Urticaire ayant disparu avant la crise médicamenteuse, ce n'est pas vraiment l'urticaire mastocytaire. Il est rare. C'est un aspect un peu caractéristique de cette pathologie rare. C'est fugace, c'est un prodrome. Lorsqu'on voit cette lésion, elle disparaît, maintenant la patiente va faire la crise. L'œdème génital, souvent retrouvé dans ce qu'on appelle les angioëdèmes héréditaires. Plusieurs crises disparaissent 2 à 3 jours comme après les corticoïdes. Cela veut dire que les corticoïdes ne sont pas efficaces. C'est un œdème fort probablement d'origine bradycardique. Donc ce n'est pas l'histamine, c'est un autre médiateur, les angioëdèmes bradykéniques, et qui ne répondent pas aux critères des angioëdèmes histaminiques. Donc devant ce symptôme, il faut aller vers le C4, demander le C4 et le C1 inhibiteur. Parce que généralement, les patients de même déficit ont une protéine de régulation de C inhibiteur, de complément qui s'appelle le C inhibiteur et qui est à l'origine de cette pathologie qui s'appelle l'angioëdème héréditaire. Et faire toujours une enquête familiale. Donc lorsqu'on a demandé ça, on a fait l'enquête familiale, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé qu'elle a un C4 bas. Le C inhibiteur TH, il est bas. Le père et la sœur ont même symptomatologie. Donc on est dans la forme héréditaire et le mode de transmission de cette pathologie, c'est une transmission autosomique dominante. Donc le papa, c'est le papa qui a donné la pathologie, ou il y a avec sa sœur, les deux sont atteintes de cette affection. Donc il y a un déficit immunitaire, un angioëdème héréditaire de type 1, qu'on est quantitatif, on l'appelle antigénique, parce que le C inhibiteur il est bas. Donc c'est l'absence de cette protéine régulatrice. Donc qu'est-ce qu'on doit lui donner? On doit lui donner, je voulais exposer cette pathologie à Schlif, parce que le centre de référence national de prise de cette pathologie, c'est l'hôpital Al-Rouiba. Et à l'hôpital Al-Rouiba, on a le registre des malades à travers le territoire national. Et parmi ces malades, on a une dizaine de malades de Schlif. Et maintenant, vous le savez très bien, avec la politique sanitaire, les maladies rares, chaque patient doit être pris en charge par la structure là où il réside. C'est par rapport à la sensibilisation des confrères de Schlif par rapport à cette pathologie. Donc, c'est un nouveau médicament qui vient d'enregistrer, c'est le substitut. Il n'a pas de C inhibiteur, je lui donne le C inhibiteur. C'est un traitement substitutif. Il y a 2 firmes maintenant, c'est une concurrence et qui est que le meilleur gagne. Si on ne trouve pas le concentré, maintenant, il est disponible sur plateforme, faire la commande, la PCH. Si on ne le trouve pas, il n'a pas de C inhibiteur, on lui donne le plasma frais congelé, il contient un peu de C inhibiteur, il peut éventuellement soulager sa pathologie. C'est le traitement de la crise. Pour le traitement prophylactique, je ne peux pas vous parler de traitement prophylactique avant de vous parler pendant 1 minute de la physiopathologie de cette maladie. Cette maladie, comme au début, c'est la bradykinin. La bradykinin, si vous vous rappelez, on a le facteur 12. Il y a le facteur 12, lorsqu'il y a microtraumatisme, une infection, ce facteur 12, il va se transformer en facteur 12 activé, qui va agir sur la précalicréine pour devenir calicréine. Et parmi les substrats de la calicréine, si vous vous rappelez, le kininogen de haut poids moléculaire. Donc, la calicréine, elle va agir sur le kininogen de haut poids moléculaire pour libérer un petit peptide de 8 acides aminés, c'est la bradykinin, qui va agir par la bradykinin. Il y a 2 récepteurs, le type 1, c'est pour l'inflammation, et le type 2, c'est pour ce type de maladie.
Donc, il y a la physiopathe. C'est la bradykinine par l'intermédiaire de récepteurs de type 2. Eh bien, les Européens, quand au début le C inhibiteur, ils ont aussi découvert un autre médicament, c'est l'antagoniste de récepteurs de type 2. Mais comme les Américains ils préfèrent ne pas s'aligner sur le plan maladie rare avec les Européens, ils veulent toujours l'innovation vers un médicament 100% américain. Ils ont créé ce qu'on appelle l'anadilumab. C'est un anticorps qui agit en amont, il bloque la kallikreïne. Donc prévient la synthèse de la bradykinine. Donc, il y a ceux qui agissent substitutionnels des inhibiteurs, qui est que je bloque l'action de la bradykinine par l'antagoniste du récepteur de bradykinine, qui est que non, je préviens la libération de la bradykinine. C'est l'adimumab TAC0 qui vient d'être aussi enregistré en Algérie. Donc, l'enquête familiale, tous les membres de la famille, symptomatiques ou non. Ce qu'on doit retenir de ce cas clinique, les angioïdèmes, ce sont des héréditaires, ce sont des angioïdèmes très très importantes. Pas d'urticaire. Qui dit qu'il n'a pas d'urticaire. Deuxième point, le rash hadek, c'est rare en clinique, c'est éphémère, rebelle au traitement antihistaminique et corticoïde. Qui est le cas il ne répond pas aux corticoïdes, il ne répond pas aux antihistaminiques. Pensez à ce type d'affection. Les crises dures, c'est pas ça. Troisième critère, la durée, c'est entre 24 heures et 5 jours. Vous voulez dire qu'il y a c'est pas ça. Vous voulez dire 3 jours, 3 heures, 4 heures, c'est pas ça. Donc, il y a les éléments les plus importants. Et la localisation de l'angioïdème diffère d'un patient à un autre, et même au sein de la même pathologie. Donc, c'est-à-dire qu'il se transmet selon un mode autosomique dominant, l'enquête familiale obligatoire, on traite par soit le concentré de C inhibiteur, et le prophylactique, comme je l'avais dit, par le TAC0, on inhibe la synthèse de la bradykinine. Le troisième cas, un patient fermero, 32 ans, très angoissé, qui suivi pendant longtemps pour syndrome de côlon irritable depuis plusieurs années, qui se présente au niveau des urgences chirurgicales pour un tableau chirurgical. Pseudocontracture abdominale, bilan biologique, pas de syndrome inflammatoire, l'échographie, un élément très très important. L'échographie, acide de moyenne abondance, ponctionné et envoyé au laboratoire. L'acide, on a ponctionné et on l'a envoyé au laboratoire. Les chirurgiens, après la décision d'opérer, 15 jours, il a opéré. 15 jours plus tard, le malade revient avec la même symptomatologie. Quel diagnostic évoquez-vous et quelle serait votre conduite thérapeutique? Pour vous aider un peu, je vous ai parlé de l'angioïdème héréditaire. Il ne touche pas uniquement les extrémités, il touche les extrémités, il touche le pronostic, il est déterminé par l'atteinte laryngée. Quand il touche les appareils génitaux, mais il touche aussi le tube digestif. Il donne un tableau pseudo-chirurgical. Donc, quel diagnostic évoquez-vous? Douleur abdominale récurrente, très très important. Acide récidivante. Sur le plan microbiologique, elle est stérile. Absence de syndrome inflammatoire. Réapparition des crises après intervention chirurgicale. Là, on va directement vers l'angioïdème héréditaire dans sa forme digestive. C'est lorsque l'œdème atteint les tubes digestifs. Qui fait la même démarche. C'est faire toujours l'exploration C inhibiteur et C4. Allez, je vais comme C4 parce que le C4 est souvent bas. Okay, le C inhibiteur, pas mal de laboratoires privés, mais le C inhibiteur. Le C4, on peut le trouver dans quelques CHU. Et enquête familiale, c'est obligatoire. On n'a pas le droit de mentionner qu'il est héréditaire sans enquête familiale. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé un C4 bas. Le C inhibiteur, il est un peu élevé. On s'attend à ce que le C inhibiteur soit bas. Mais l'enquête familiale, elle est positive. Donc on est dans la notion d'hérédité, dans la notion d'œdème. Ce qui me dérange, c'est beaucoup plus ce C inhibiteur qui est légèrement augmenté. Je m'attends à ce que le C inhibiteur soit bas. Et pourtant, il y a un autre élément indirect, c'est le C4 qui est bas. D'ailleurs, c'est la forme typique de la présence d'une molécule de C inhibiteur qui n'est pas fonctionnelle. Ça a été dit, c'est la même chose, le facteur 7, facteur 8. La protéine, elle est là, mais elle ne fonctionne pas. Et l'indicateur TI, c'était C4 qui est bas. On ne peut pas avoir de déficit en C inhibiteur, que ce soit
antigénique, quantitatif, qualitatif, fonctionnel avec un C4 normal. Et bien dans ce cas-là, le C4 il est bas, C inhibiteur élevé au normal. J'ai fait le C inhibiteur fonctionnel et je l'ai trouvé bas. Et l'enquête familiale, elle est positive. Et dans ce cas-là, les déficits antigéniques ou quantitatifs, on les appelle les angioïdèmes de type 1. Et les déficits qualitatifs ou fonctionnels, on les appelle les angioïdèmes héréditaires de type 2. Quelle serait votre continuité thérapeutique? Kiff, la même chose. C'est un déficit, même si la protéine, elle est là, elle n'est pas fonctionnelle, donc ça sera la même démarche thérapeutique. Je lui donne le concentré de C inhibiteur, première intention, ou la mandiche, le plasma frais congelé, ça peut éventuellement corriger les choses, et le traitement prophylactique, comme je l'avais dit, c'est le TAC 0, il est enregistré en Algérie, le concentré de C inhibiteur, il est enregistré, il y a 2 firmes, il y a Takeda avec le CSL Behring, les deux, ou fort probablement on est dans l'ère de biosimilaires. Et biosimilaires, l'objectif principal, c'est le coût économique. Donc on s'attend à voir d'autres firmes qui commercialisent des biosimilaires et qui soumissionnent probablement avec des prix beaucoup plus compétitifs. Donc, c'est juste pour vous montrer que lorsqu'on vous parle de l'angioïdème héréditaire, ce n'est pas uniquement l'œdème de Quincke, c'est les extrémités et c'est tous les organes peuvent être atteints. On a pu diagnostiquer un de nos patients, c'est rare dans la littérature, qui a fait malheureusement un œdème cérébral. Un œdème de la vascularité cérébrale, et ça a causé un AVC qui a traîné pendant 10 ans au niveau du service de gastro de Mustapha. Ils n'ont pas trouvé le diagnostic. C'est toujours l'acide. Ils le programment pour ponction, ils ne trouvent pas. Donc, s'il vous plaît, on peut comme c'est 2 à 5 jours. Donc, on peut faire l'écho ou le truc, le scan. Aujourd'hui, je trouve l'acide. Dans 3 jours, je ne la trouve pas. C'est caractéristique et c'est pathognomonique de ce type d'affection. Il disparaît avec la crise. Donc, qu'est-ce que je dois retenir de ce 3e cas? Donc, l'angioïdème peut toucher n'importe quel organe. Localisations digestives sont très fréquentes. La localisation, il est très difficile lorsqu'ils n'ont que la localisation difficile. Néanmoins, les caractéristiques déjà citées, acide récurrente, disparaît entre les crises, elle est stérile sur le plan bactériologique, sont les principaux éléments d'orientation vers l'angioïdème héréditaire. Plus d'une dizaine de nos patients ont déjà subi une laparotomie blanche inutile. Et les thérapies innovantes vont bouleverser certainement le mode de vie de ces patients. Le 4e cas, le 4e cas, c'est un enfant de 10 ans, avec une crise d'angioïdème quelques minutes après le début de soins dentaires. Le dentiste a les soins, il a fait l'angioïdème. Pas d'histoire d'allergie. Traitement antihistaminique corticoïde sans effet. Pas de notion de crise dans les antécédents personnels et aucun cas similaire dans la famille. C'est un peu difficile. Malgré l'absence de notion d'allergie d'atopie et malgré la non-réponse aux médicaments anti-allergiques, une exploration allergique médicamenteuse, on peut la faire pour être certain qu'il n'est pas allergique aux produits anesthésiants. Mais cette enquête est revenue négative. Donc, fort probablement qu'on est en phase d'une crise d'angioïdème d'origine bradycardique qui kiffe la même démarche. Toujours C4, C inhibiteur. On a fait le C4, on l'a trouvé bas. On a fait le C inhibiteur, on l'a trouvé normal. L'exploration des membres négative. C'est un cas difficile. Peut-on exclure un angioïdème par déficit en C inhibiteur? Non. Malgré l'absence, c'est la première crise. Donc chaque malade, sa pathologie commence par la première crise. Donc c'est la première crise. Malgré l'absence de cas similaires dans la famille, les formes héréditaires qui sont des formes sporadiques. Ça commence chez ce patient, elle va être héritée ou bien transmise à la descendance. Malgré le C inhibiteur antigénique qui est normal, j'ai fait le fonctionnel et le sang fonctionnel, comme vous êtes en train de le voir, il est très bas. Donc je suis certain que je suis en face d'un angioïdème de type pas 1, de type 2, puisque le C inhibiteur normal, c'est la fonctionnalité qui est basse, mais c'est une forme sporadique. C'est une mutation du nouveau, elle n'a pas été transmise par les parents, mais elle sera transmise à la descendance et ça sera la même démarche diagnostique.
Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir? La maladie commence toujours par une première crise. L'absence de notion de recul ne doit pas éliminer le diagnostic. Et dans plus de la moitié des cas, les crises sont déclenchées par des facteurs déclenchants, dont les microtraumatismes. Chez 21% de nos patients, l'enquête familiale est négative. Donc, c'est ce qu'on appelle les formes sporadiques. Et la prise en charge des formes sporadiques est identique aux formes héréditaires. Donc, je pense que je n'ai pas le temps pour parler de cinquième cas. D'accord. Eh bien, le cinquième cas et le dernier cas, c'est une femme enceinte, 2e mois de grossesse, arrive au niveau de pavillon des urgences avec œdème de la langue, œdème laryngé, difficultés respiratoires. Notion d'une seule crise au début de la grossesse, mais sans gravité. Elle a duré 36 heures, la crise. Même symptomatologie, c'est sa cousine, sa tante et sa grand-mère maternelle. Cousine, tante, grand-mère maternelle. La patiente est allergique aux crevettes, mais elle n'a pas consommé depuis des années. Quel est le diagnostic? C'est un état d'hyperostrogénémie, c'est la grossesse, qui fait partie des facteurs déclenchants de l'angioëdème héréditaire.